Donc, un petit mot sur le labo d'où je viens. Donc, Luc, en fait, vous a dit certainement l'essentiel. Donc, je viens d'une UMR CEA CNRS qui est localisée à Saclay. Moi-même, je suis chercheur CNRS, donc même si souvent j'ai quand même l'étiquette CEA sur le dos, on a vraiment une culture mixte là-bas. Alors, notre UMR, en fait, bon, il est maintenant une grosse UMR, bon, on est un peu plus d'une centaine de permanents, résulte en fait de la fusion d'anciennes UMR CEA CNRS qui étaient un peu dispersées sur Saclay, alors qui s'appelle le NIMB. Alors, vous voyez, nanosciences, innovation, matériaux, biomédecine, énergie. Bon, clairement, on a tous les mots-clés qu'il faut pour pouvoir répondre aux appels d'offres. Ça, c'est quand même assez utile. On va dire que l'essentiel de l'affichage qu'on peut avoir est plutôt nanosciences. On s'est répartis en 7 labos. Alors, laboratoire, c'est la terminologie du CEA. Quand on parle de laboratoire, en fait, il faut comprendre équipe. Nous, notre équipe, donc, c'est le LEL, Laboratoire d'études des éléments légers. On est 9 permanents, plus les étudiants, doctorants et postdocs. Et on peut dire que l'essentiel de l'activité tourne surtout autour de la synthèse et d'études des propriétés de nouveaux matériaux pour l'énergie. Bon, c'est typiquement pour tout ce qui est au niveau des batteries, par exemple, pour tout ce qui est post-L-ion. Donc, ça veut dire que ça va être pour les batteries basées sur l'usage de multivalents, en particulier le magnésium, les batteries au sodium, ou alors du LIR, mais en utilisant des MOF pour servir d'électrons. Et on a comme outil remarquable donc, une microsonde nucléaire, donc c'est l'essentiel de ce que je vais vous présenter, qui est un outil dédié essentiellement à l'analyse pour mettre en œuvre ce qu'on appelle l'analyse par faisceau d'ion. Alors pour terminer sur la présentation générale, au niveau du CEA, on est branché sur la direction de la recherche fondamentale, un institut qu'on appelle l'IRAMIS, c'est l'Institut Rayonnement Matière de Saclay, et au niveau du CNRS, on est branché sur l'Institut des sciences chimiques. Donc, qu'est-ce que c'est que l'analyse par faisceau d'ion? Alors, je vais donner un peu une définition générale. Je dirais que le message que je veux simplement vous faire passer, c'est que ça n'est pas une technique d'analyse, mais en fait une famille de techniques. C'est qu'on va tout simplement utiliser les propriétés de l'interaction de faisceaux d'ion légers de haute énergie avec la matière pour pouvoir obtenir des informations analytiques. Donc, on va avoir essentiellement de la diffusion élastique, on va dire des ions du faisceau qui vont rebondir sur l'échantillon. On va avoir dans certains cas, et ça j'en parlerai abondamment, des réactions nucléaires qui vont pouvoir se produire. Et tout ça va être également accompagné par l'émission de photons, des photons X, des photons gamma, et toutes ces informations, soit utilisées individuellement, soit croisées, vont servir pour pouvoir sortir des informations analytiques. Donc c'est soit simplement remonter à la composition d'échantillons, ou dans le cas des spectroscopies des particules, de pouvoir mesurer des profils de concentration en profondeur. Alors, voici un peu le menu, ce que je vais vous présenter. Alors, plus ou moins dans cet ordre-là, mais disons, c'est les différents thèmes que je vais aborder. Donc, je vais commencer par vous montrer d'une manière vraiment concrète à quoi ressemble un outil comme la sonde nucléaire. Je vais vous parler très généralement des interactions entre les ions et la matière. Là, on ira vraiment assez vite, mais c'est quand même pour vous donner un panorama relativement exhaustif. Je passerai plus de temps sur les techniques qui sont spécifiques aux éléments légers et avec des exemples de réactions nucléaires. Alors, je vais un peu mélanger les présentations théoriques. Il y aura un petit côté court et puis des exemples. Mais je pense que c'était important que je vous montre ça pour que vous ayez finalement des clés de lecture. Parce que si vous ne savez pas finalement, vous n'avez pas d'idée claire de la manière dont les spectres sont formés, c'est pas facile en fait de voir bien quel type d'information on arrive à tirer de ce genre de spectroscopie. Je ferai un dernier petit volet sur les méthodes dites de recul élastique, alors qu'on utilise essentiellement pour les profils d'hydrogène. Et puis je terminerai en fait par un petit condensé des performances qui, je dirais, c'est pour rester sur des idées générales sur ce que peut apporter ou ne pas apporter d'ailleurs l'analyse par faisceau d'ion. Alors quand j'ai réfléchi un petit peu à ce que je pouvais vous montrer pour vous donner une idée de ce qu'était la microsonde nucléaire, j'ai repensé en fait
Eh ben, au lancement de cette installation, là, au moins dans sa configuration actuelle, la machine marche depuis 1994, donc ça fait déjà un moment qu'elle tourne. Et vous pouvez imaginer qu'à l'époque, sur sa clé, ben, il y avait énormément de com qui avait été faite. Et je me rappelle très bien un matin, j'étais au petit déjeuner en train d'écouter France Inter, et il y avait une chronique de Marie-Odile Monchicourt qui présentait la nouvelle microscope nucléaire de Saclay. Et elle avait présenté ça à l'époque comme étant le microscope à protons. Donc je m'étais vraiment demandé comment, au niveau du grand public, ça pouvait être perçu comme un microscope à protons, sachant que c'était quand même la période Star Wars, donc ça paraissait plutôt être une espèce d'arme. Quelques années après, je suis tombé sur un épisode des Simpsons et qui m'a un peu confirmé dans cette idée-là. Il y a un des épisodes des Simpsons où Homer en fait, suit les cours de physique nucléaire, je vais vous dire pourquoi il fait ça, et il rencontre dans l'amphi le professeur Brainiac qui est en train d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un accélérateur à protons. Donc vous pouvez imaginer que on est chez les Simpsons, évidemment ça se termine quand même assez mal, mais c'est quand même un petit peu l'idée qu'il pouvait en avoir. Alors en pratique, ça ressemble plutôt à ça, une sonde nucléaire. Donc là, c'est en fait des images de com qu'on avait fait à une époque avec des mises en scène, des éclairages, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc ça, c'est côté accélérateur. C'est une zone en fait où on n'accepte pas quand la machine est en fonctionnement à cause des rayonnements gamma et neutrons qui sont assez intenses qu'il y a à ce niveau-là. Donc à gauche, vous avez l'accélérateur lui-même, des lignes de faisceau sous vide, un aimant là qui sépare sur deux lignes de faisceau, et les chambres de mesure elles-mêmes sont de l'autre côté. Alors, vous voyez que c'est quand même déjà un instrument d'une certaine taille, donc on ne peut plus parler d'un instrument de labo dans le sens où vous n'allez pas mettre ça sur une paillasse ou juste dans un petit local, mais ce n'est pas quelque chose d'énorme non plus. Donc on a toujours été, quand on voulait nous placer quelque part, on a toujours été un petit peu entre les deux. On est à la fois un gros petit instrument, mais aussi un petit grand instrument. On est quelque part à la frontière entre les deux. Alors, ce qui n'est pas inintéressant à savoir, c'est que quelque part, l'analyse par faisceau-ion, en fait, c'est un sous-produit de la physique nucléaire. Parce que les accélérateurs qu'on utilise toujours sur les différentes installations, même s'ils sont de construction récente, en fait, ce sont des technologies qui ont été développées dans les années 30 spécifiquement pour le début de la physique nucléaire. Et petit à petit, au fur et à mesure des années, les physiciens ont eu besoin d'accéder à des énergies de plus en plus élevées. Donc ce type d'accélérateur ne les intéressait plus beaucoup, tout au moins pour la physique nucléaire de pointe. Mais par contre, c'est là où il y a des chimistes qui ont pris le relais et qui ont vu l'intérêt qu'on pouvait avoir à utiliser ce genre de technique pour faire des caractérisations. Donc là, j'ai montré juste, c'est le premier article qui parle d'analyse par faisceau-ion en tant que tel. C'est 1957, donc c'est quand même pas tout jeune. Alors ce qui est quelquefois un peu décourageant, c'est de voir qu'un article comme ça, le gars, Rubin, il avait tout compris. Et en fait, absolument tous les principes et les potentialités, elles sont déjà exprimées dans cet article. Alors notre installation proprement dite, comme sur la photo que je vous ai montrée, donc elle est basée, on a un accélérateur électrostatique. Donc ce qu'on demande à l'accélérateur, c'est de fournir une haute tension réglable en fonction des besoins. Donc notre gamme chez nous, ça va de 500 kV à 375 MV. À l'intérieur, il dispose d'une source d'ions légers. En fait, c'est une petite ampoule plasma qui va créer des ions. Alors c'est vraiment des ions légers, donc ça peut être de l'hydrogène, du deutérium, de l'hélium-3 ou de l'hélium-4. Je vous expliquerai au fur et à mesure pourquoi on va utiliser les uns ou les autres. On a deux lignes de faisceaux, dont l'une est spécifiquement dédiée, elle est dans une chaîne blindée, elle est spécifiquement dédiée à l'examen des échantillons radioactifs. Donc elle ne fonctionne vraiment que pendant quelques moments dans l'année pour des campagnes bien précises. Et celle qu'on utilise habituellement et celle sur laquelle on travaille avec Luc, c'est celle qui est dite ici à 90 degrés. Alors sur chacune de ces lignes, il y a un système de focalisation. Là, donc la base de la focalisation, c'est un doublet de lentilles électromagnétiques. Et le système optique, finalement, c'est comme dans n'importe quel système optique, même ça pareil que pour des photons. C'est l'idée, c'est que vous avez une lentille qui forme sur un plan l'image d'un objet. Ici, pour nous, l'objet, c'est simplement un petit diaphragme réglable. Dans les dimensions typiques, elles sont de l'ordre de quelques dizaines de microns.
Et on va former à la surface de l'échantillon, donc on fait focaliser le faisceau à des dimensions de l'ordre de quelques microns. Disons, les dimensions caractéristiques typiques dans les conditions actuelles de réglage, c'est de l'ordre de détail de 2 à 3 microns à peu près. Ça vous donne à peu près l'idée, d'ailleurs, de la résolution latérale de la technique, parce qu'en analyse par faisceau ion, la résolution latérale, c'est la taille du faisceau. Dans la chambre d'analyse, en fait, là, après, on instrumente en fonction de l'expérience que l'on va faire en plaçant des détecteurs de particules, des détecteurs X ou des détecteurs gamma. C'est des choses que je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Alors, quand on regarde globalement ce qui se passe, lorsque j'ai un ion donc de quelques MeV qui pénètre dans l'échantillon, la première chose qu'il va faire au niveau de son interaction, ça va être d'interagir avec les électrons. C'est-à-dire qu'en fait, il va, entre guillemets, frotter sur les électrons, et donc les ions vont progressivement perdre leur énergie. En fait, ils vont tout simplement ralentir d'une manière quasi continue, jusqu'à ce qu'ils aient cédé à la totalité de leur énergie, et ils vont finir par s'implanter à une certaine profondeur de l'échantillon. Ça, c'est finalement ce qui se passe dans la majorité des cas. Alors, puisqu'il y a une énergie qui cédée, ça veut dire qu'on a des excitations, des ionisations, et en gros, en résumé, on crée des lacunes électroniques en couche profonde. Donc c'est exactement pareil que la sonde électronique, pour ceux qui connaissent. Et donc ces lacunes, en fait, elles vont être comblées par la redescente d'électrons de niveau supérieur vers des niveaux inférieurs, avec une émission de photons X. Et donc ces photons X sont caractéristiques des éléments. Encore une fois, c'est rigoureusement la même chose que la sonde électronique. La différence, en fait, elle tient au niveau de fond continu, alors qui dépend beaucoup du rayonnement de freinage, qui est beaucoup plus faible dans le cadre de ces techniques-là, dans ce qu'on appelle le PIXI, que dans le cas de la sonde électronique. Donc, outre l'utilisation comme compagnon des autres techniques, le PIXI sert essentiellement pour l'analyse des traces. Alors, là, j'ai parlé de PIXI, en fait, c'est pour Particle Induced X-ray Emission. En fait, on n'utilise pratiquement que des acronymes en anglais pour des raisons historiques, simplement parce que les premiers développements de l'analyse par faisceau se sont faits plutôt dans des labos anglo-saxons. Alors, le PIXI, je ne vous en parlerai pas plus, je vous remontrerai ponctuellement un ou deux spectres, mais j'ai préféré vraiment plutôt me concentrer sur les interactions qui étaient plus spécifiques de ce genre de méthode. Donc, dans certains cas, il faut quand même avoir de la chance, un ion peut rencontrer sur son parcours un noyau d'un des atomes qui est présent dans l'échantillon. Donc, dans ce cas-là, il y a un choc. Donc, il y a l'ion du faisceau ion incident cède une partie de son énergie à un noyau de l'échantillon. Le noyau recule et l'ion, lui, il est diffusé, il change de direction. Alors, des diffusions de ce genre, il y en a absolument dans toutes les directions. Ça peut être vraiment, ça peut aller du petit coup d'épaule où l'ion il change un petit peu de direction, mais globalement, il continue presque tout droit, au choc de plein fouet où là, il va être rétrodiffusé. Et donc, les ions du faisceau qui sont rétrodiffusés, ils vont pouvoir ressortir de l'échantillon, et là, je vais pouvoir mettre un détecteur pour les collecter et faire une spectroscopie. Donc, c'est ce qu'on appelle la rétrodiffusion de Rutherford, le RBS, le Rutherford Backscattering, qui a été appelé comme ça, en hommage, en fait, à Ernest Rutherford, qui a été vraiment l'inventeur, au vrai sens du terme, de la physique nucléaire, justement avec des expériences de ce genre. Mais là, je ne prends pas le temps, disons, de raconter l'histoire. Je pense que pas mal de gens, d'ailleurs, la connaissent. Il y a une technique dérivée dont je parlerai également, qui est le PES, pour le Particle Enhanced Scattering. Alors, en fait, il s'agit de RBS, mais un RBS un petit peu particulier qui commence un peu à avoir la couleur d'une réaction nucléaire et pour lequel on a des probabilités de diffusion qui sont différentes, qui sont plus importantes. Et ça, c'est très intéressant pour les éléments légers. Ça, je vais vous montrer quelque chose là-dessus tout à l'heure. Quand on a encore vraiment plus de chance, vraiment beaucoup plus de chance, on peut avoir, dans le cas des chocs de plein fouet, un cas où finalement la distance d'approche de l'ion du faisceau, donc le projectile avec le noyau cible, arrive à être de l'ordre d'une dimension nucléaire. Donc dans ces cas-là, on peut avoir réellement une réaction nucléaire et la production de nouvelles particules. Donc elles vont être émises vraiment dans les mêmes conditions que lorsqu'on fait de la diffusion élastique.
Et là aussi, on va pouvoir en faire la spectroscopie. Donc ça, je vais vous en parler abondamment, parce que c'est vraiment les techniques qui servent pour les éléments légers. Alors, pour être complet, je vous parlerai également à la fin, disons, des techniques de recul élastique, parce que jusqu'à présent, quand j'ai parlé de diffusion élastique, je vous ai parlé essentiellement de l'ion du faisceau qui était rétrodiffusé. Le noyau qui est impacté, il recule dans l'échantillon. Donc, quelque part, on ne peut pas le voir de manière... On n'a pas de méthode, en fait, pour le suivre, sauf quand on fait des expériences un petit peu particulières où on se met en incidence rasante, où une partie des noyaux de recul arrive à ressortir de l'échantillon. Et donc là aussi, on peut en faire une spectroscopie qu'on appelle l'ERDA, Elastic Record Detection Analysis, et qui nous sert spécifiquement pour les mesures d'hydrogène. Alors, toutes ces techniques, en fait, on peut les utiliser soit toutes seules, on peut dire d'une manière spécifique quand on arrive à avoir toutes les informations dans une seule spectroscopie, mais dans la plupart des cas, ce qu'on aime bien faire, c'est croiser en fait les informations qui viennent des différentes méthodes. Alors, ça peut être soit simplement, on a une condition de faisceau donné et puis on va instrumenter avec plusieurs types de détecteurs, ou alors des conditions, ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait d'ailleurs avec Luc, où on va utiliser des conditions de faisceau différentes qui vont nous permettre à chaque fois d'optimiser la mesure pour mieux voir un élément, et ensuite on va essayer de croiser tout ça. Alors pour vous donner un exemple, là j'ai emprunté un exemple à ma collègue, la Suzy Surblé, qui elle travaille justement sur les batteries au lithium. Alors c'est un exemple qui est assez ancien, vous voyez la publication là de 2012, c'était vraiment les débuts de ce qu'elle faisait là-dessus, où elle s'intéressait en fait à regarder avec la sonde nucléaire l'évolution de la composition d'électrodes de LiFePO4 en fonction de l'état de charge de la batterie. Et alors pour ça, là c'était avec la même condition de faisceau, des protons, je crois que c'était 2600 Kelvin dans ces eaux-là. Il y avait trois types de spectroscopie. Il y avait d'une part de la diffusion élastique. Donc là, j'ai marqué RDS. En fait, je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est du PES, mais donc c'est de la diffusion élastique, ce qui permet de voir tout ce qui est les éléments principaux, on va dire, de la matrice. Une émission gamma associée qui permet de voir plus spécifiquement le lithium et le fluor, et puis l'émission Pixie qui donne également une autre vision des éléments principaux, mais qui rajoute également les éléments traces, notamment ce qui était intéressant pour voir tout ce qui était impureté qui pouvait être bloqué en fait dans le processus de charge-décharge. Et en fait, ces trois types de spectroscopie sont traités en même temps. C'est-à-dire que comme chacune en fait ne voit pas absolument tous les éléments, on passe par exemple par une première hypothèse de composition, on va ajuster sur un premier step d'une spectroscopie, et puis la composition à laquelle on est arrivé, on l'ajoute sur la deuxième, on fait un autre ajustement, et puis on fait en fait ce circuit d'itération jusqu'à temps qu'on obtienne une composition qui satisfasse en fait les trois types de spectroscopie. Moyennant quoi, on a des résultats qui sont quand même généralement assez fiables pour ce genre de méthode. Alors je reviens une dernière fois sur ce slide-là, où je voudrais insister sur une chose, je vous l'ai déjà dit, mais j'insiste vraiment là-dessus, c'est qu'il faut bien se mettre dans l'idée que ces interactions nucléaires sont des interactions qui sont très très peu probables. En fait, l'essentiel de l'interaction des ions avec le faisceau, c'est simplement de l'interaction avec les électrons. Malgré tout, c'est très important de savoir quantifier le ralentissement, parce que ça va être fondamental justement dans la quantification des mesures. D'une part, quand on fait un calcul, donc comme on dit, de pouvoir de ralentissement d'un échantillon donné, c'est ce qui va déterminer par exemple la profondeur d'analyse, puisque le ralentissement en fait dépend de la composition de l'échantillon. L'autre élément qui est très important pour ce pouvoir de ralentissement, c'est également ce qui détermine la résolution en profondeur des spectroscopies de particules. Bon, c'est une chose qu'on peut bien comprendre intuitivement. Si vous avez en surface de l'échantillon, par exemple, lorsque vous avez un événement nucléaire qui vous donne une particule à une énergie donnée, vous imaginez que si vous faites le même événement nucléaire profondément dans l'échantillon, l'ion du faisceau, il va d'abord avoir à ralentir pour arriver à la profondeur à laquelle l'interaction aura eu lieu, et la particule qui sera émise devra également ralentir avant de pouvoir sortir de l'échantillon. Donc l'événement nucléaire que vous avez détecté, il va se retrouver à une énergie plus basse.
Et donc, ce décalage en énergie par rapport à l'énergie attendue en surface, c'est une information sur la profondeur à laquelle l'événement s'est produit. Donc, c'est important de savoir calculer justement ce ralentissement pour faire des conversions d'intensité en profil de concentration en fonction de la profondeur. Alors là, je vais passer un petit peu en mode cours. Alors, je m'en excuse, mais comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est pas inutile, en fait, pour que vous voyez un peu comment fonctionnent les spectres. Alors ça, c'est en fait un modèle simplifié du potentiel nucléaire qui est vu, en fait, par un ion qui arrive à proximité d'un noyau. Alors, ça a beau être simplifié, ça rend vraiment très bien compte de la manière dont les interactions nucléaires fonctionnent. Donc, ce qu'on distingue, alors ça, vous imaginez un noyau avec ses neutrons en noir, ses protons en rouge, et on distingue très clairement ce qui est, entre guillemets, l'intérieur du noyau et son extérieur. Donc, tant qu'on est à l'extérieur, l'ion du faisceau qui arrive, il porte une charge positive, puisque lui aussi, c'est un noyau atomique. Le noyau, avec ses protons cibles, lui, il porte une charge positive également. Donc, il y a une répulsion coulombienne qui est importante. Évidemment, cette répulsion coulombienne, elle est d'autant plus importante que la distance d'approche est faible. Si je considère maintenant ce que je vais appeler l'intérieur du noyau, là, on est dans le domaine des forces nucléaires. Donc, il existe des forces nucléaires attractives qui sont extrêmement puissantes. C'est elles qui assurent la cohésion du noyau. Et du point de vue du potentiel, pour les particules, en fait, c'est un flux potentiel. Donc, je dirais, c'est un peu comme si on voyait un volcan en coupe. Et l'emplacement où le potentiel est plus fort, c'est ce qui correspond, entre guillemets, à la surface, la surface du noyau. Donc, ce que vous comprenez bien intuitivement, c'est que ce qui va se passer va dépendre, en fait, de la hauteur relative de l'énergie de l'ion par rapport à la hauteur de la barrière, donc on appelle la barrière coulombienne, et qui est directement dépendante du nombre de protons que l'on va avoir dans le noyau. Le premier cas qui est le plus courant que l'on observe, c'est ce qu'on appelle la diffusion de Rutherford. C'est le cas en fait où l'énergie du faisceau va être basse, relativement basse par rapport à la hauteur de la barrière coulombienne. Donc dans ces cas-là, la force de répulsion coulombienne fait que l'ion du faisceau, il n'arrive pas à s'approcher vraiment très près du noyau. Il est diffusé, il part dans une autre direction. Et là, quand on étudie un peu les probabilités de diffusion élastique de l'ion par le noyau, ça se calcule strictement avec les lois de l'électrostatique. Et donc, c'est ce qu'on appelle la diffusion dite Rutherford et ce qu'on appelle la section efficace, c'est-à-dire en fait la probabilité pour l'ion d'être diffusé dans une direction θ. L'expression est ici. Alors, je ne vais pas vous la détailler, là, ce n'est pas le but. Ce que je veux simplement vous faire remarquer, c'est que quand on est dans ces conditions-là, la section efficace, la probabilité de diffusion, elle dépend du carré du numéro atomique de l'atome cible. Ce qui veut dire que plus vous avez un noyau lourd, plus il va être efficace pour diffuser les ions du faisceau. Ce qui veut dire que pour les techniques d'analyse associée comme ce qu'on appelle le Rutherford backscattering, je vais avoir une très bonne sensibilité pour les éléments lourds. Par exemple, quand on va, ça nous est arrivé quelquefois même dans des cellules, par exemple, d'aller chercher des traces d'uranium, là on a des sensibilités qui sont vraiment excellentes. Par contre, pour les éléments légers, là, on a le problème inverse, c'est qu'on n'a vraiment pas de sensibilité lorsqu'on veut travailler avec le RBS. Alors, heureusement, on a quand même des moyens de s'en sortir. Quand on est dans un cas où l'énergie de l'ion du faisceau est vraiment encore trop basse pour arriver à franchir la barrière coulombienne, mais pas loin. Donc là, on se retrouve toujours dans le cas d'un mur de potentiel. Sauf que ce mur de potentiel, il est très mince et qui fait que l'ion, quand il est à ce niveau-là, il a quand même une idée, entre guillemets, c'est assez imagé évidemment, une idée de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la fonction d'onde de l'ion du faisceau a une certaine probabilité non négligeable à l'intérieur. Alors ça reste toujours un choc élastique, il n'y a pas de différence à ce niveau-là.
Par contre, la probabilité de faire l'interaction, elle, ne suit plus du tout les lois de l'électrostatique. Et en général, on a plutôt des sections efficaces qui deviennent beaucoup plus importantes qu'elles n'étaient. Alors, pour vous illustrer ça, je vous ai sorti en fait un graphe qui correspond à la diffusion élastique de protons sur l'azote 14. Donc, l'échelle que vous avez ici, ça, c'est une échelle d'énergie des protons du faisceau. Et ça, c'est ce qu'on appelle le rapport R2R. Alors, c'est ratio to Rutherford. En fait, c'est le rapport entre la valeur de la section efficace, donc de la probabilité de faire l'interaction, divisée par ce que serait la probabilité de cette interaction si on était gouverné par les lois de l'électrostatique. Et ce que vous voyez, quand on a, par exemple, un domaine comme ici, vers 2,5 promèles, on a en fait une probabilité de diffusion qui est à peu près 10 fois supérieure à ce qu'elle aurait été si c'était purement une interaction électrostatique. Donc c'est très intéressant pour les éléments légers dans ce cas-là, parce que ça permet justement de faire de la diffusion élastique avec une sensibilité qui est quand même acceptable. Alors, un exemple, là j'ai sorti un premier exemple, je vous en ai montré plusieurs, une collaboration finalement qui est presque aussi ancienne que celle que j'ai avec Luc, mais avec une équipe nancéenne, avec l'équipe de Claire Hérold à l'Institut Jean Lamour. Alors l'équipe de Claire, ils sont vraiment de très bons spécialistes des composés d'intercalation. Alors je dirais même spécialiste de père en fille, parce que son père, le professeur André Hérold, était en fait déjà un des spécialistes français de l'intercalation. Alors eux, ils ont développé une technique un petit peu particulière pour l'intercalation à partir en trempant en fait des plaquettes de pyrographite dans des alliages fondus. Et ils explorent, alors c'est vraiment un objectif au moins dans l'immédiat fondamental, et ils explorent en fait tout ce qui est ternaire d'intercalation. C'est d'essayer d'utiliser par exemple des éléments comme le lithium qui vont servir de vecteurs d'intercalation pour intercaler des éléments qui sont plus lourds. Alors une des branches, ça je vous montrerai après des exemples là-dessus, une des branches qui développe depuis quelques années, c'est d'essayer de faire de l'intercalation dans des structures qui sont apparentées au graphène, mais qui sont un petit peu différentes. Donc là, c'était strictement avec des structures BCM. Alors, il y a un petit aiguillon théorique, enfin, les gens qui font des calculs de chimie théorique là-dedans auraient tendance à prévoir qu'une structure BCM serait capable d'insérer un peu plus de lithium que ne pourrait le faire un graphène. Donc, rien qu'en soi, ça, c'est déjà intéressant de voir si expérimentalement, c'est possible de le faire. Alors, les BCN en question, ils sont synthétisés au Japon, à Osaka, chez le professeur Kawaguchi, par des méthodes de CVD. C'est clair que pour pouvoir étudier ça et surtout en tirer les conclusions correctes, il faut déjà avoir une idée très claire de la stoichiométrie. Et ça, sur les BCN, on le mesure vraiment très bien avec la diffusion élastique. Donc là, c'est de la diffusion de protons. Donc vous allez trouver en fait des marches qui correspondent dans la position d'énergie qui correspond à la position caractéristique qu'on a attendue. Donc vous avez ici une marche qui correspond à l'azote 14, là une marche qui correspond au carbone 12, ici les deux marches qui correspondent aux deux isotopes du bord, le 10 et le 11. Et la hauteur de ces marches, elle est proportionnelle à la concentration relative des éléments dans le mélange BCN. Donc, avec ce genre de technique, on a une lecture directe de la stoichiométrie de l'échantillon. Alors, j'en profite puisque là, on voit en dessous, en fait, la simulation, dans les points, c'est les specs expérimentaux, et puis les courbes, c'est les simulations de specs. Ça permet de voir, en fait, les différentes composantes d'un spectre de diffusion élastique. Il faut imaginer qu'en fait, que chacun des éléments, ou plutôt chacun des isotopes, donne une information, une information indépendante, et le spectre total, c'est la superposition des contributions des différents éléments. Alors donc pour un élément donné, la diffusion élastique, vous aurez à la base une marche dont la position d'énergie est caractéristique de l'élément, et puis vous avez en fait la suite du spectre à plus basse énergie qui correspond à des événements de diffusion élastique qui ont eu lieu plus profondément dans l'échantillon. Donc avec le ralentissement électronique, vous avez eu en fait un décalage, c'est toujours le même phénomène de diffusion élastique, mais qui est de plus en plus décalé vers les basses d'énergie à cause
du frottement, entre guillemets, sur les électrons. Alors, je reviens toujours une dernière fois sur mon petit schéma théorique. Ben, le dernier cas qu'on n'a pas encore vu, c'est le cas où l'énergie de l'ion du faisceau est supérieure à la barrière coulombienne. Donc là, l'ion peut effectivement entrer dans le noyau. Et là, on a effectivement la possibilité d'avoir une mise en commun des nucléons et une réaction nucléaire, on peut dire une transmutation dans un autre élément. Alors, dans le domaine que nous, on pratique avec la sonde nucléaire, donc avec des ions légers de quelques mètres, en fait, il faut que la barrière coulombienne ne soit pas trop haute. Donc, il faut que la barrière coulombienne ne soit pas trop haute. Il faut qu'on n'ait pas trop de protons dans le noyau. Donc, ça veut dire clairement, c'est une technique qui est adaptée vraiment uniquement pour les éléments légers. Alors, pour vous illustrer ça, j'ai ressorti alors toujours un spectre qui est issu du travail mené avec les nancéens. Donc, un composé de référence qui est bien connu, qui est un LIC6, donc qui est très stoichiométrique. Donc, ça, c'est le spectre que l'on obtient sur un LIC6 avec un faisceau de protons de 3100 kelvin. Donc, à gauche, ici, vous avez la diffusion élastique. Donc, vous voyez ici une grande marche qui correspond au carbone, une petite marche ici qui correspond au lithium-7. On a même une toute petite marche ici qui correspond là, au lithium-6, mais là, il faut vraiment avoir la foi pour le voir. Et on a un signal qui est ici, alors là, qui est invisible tel quel, qui correspond à une réaction nucléaire sur le lithium-7, qu'on appelle une réaction P-alpha, donc qui émet du alpha. Alors d'une part, on le voit ici parce que c'est une réaction, là je vais en parler juste après, qui en fait est très énergétique. Donc les alphas qui sont émis, ils sont à une énergie beaucoup plus élevée que les protons du faisceau qui sont rétrodiffusés. Ce que vous voyez aussi clairement, c'est la différence d'intensité entre le signal de diffusion élastique et le signal de réaction nucléaire. Ça illustre ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'une réaction nucléaire, en fait, c'est un événement qui est vraiment très peu probable. Donc là, il y a un zoom qui est fait sur cette zone-là pour voir un peu comment ça se passe. Donc vous voyez que là, on reproduit très bien ce qu'on a expérimentalement. Pour simuler ce genre de spectre, là, j'ai utilisé un code qui est très classique dans notre communauté, qui s'appelle Siminera. J'insiste sur un point, que c'est un code, en fait, qui n'utilise que des paramètres physiques, qui sont la description du faisceau, des types d'interactions qu'on peut avoir, la description de la composition de l'échantillon, mais il n'y a aucun paramètre ajustable. Donc, ça me montre qu'au moins dans ce cas-là, ce n'est pas toujours le cas, au moins dans ce cas-là, on reproduit vraiment très bien par la simulation ce qui se passe effectivement dans cet échantillon. Donc, ça donne en fait une très bonne confiance dans les mesures que l'on peut faire dans des échantillons plus compliqués, justement, où on ne sait pas a priori quelle quantité de lithium, quelle stoichiométrie on va avoir. Alors justement, pour aller donc, sur les ternaires d'intercalation dont je vous parlais tout à l'heure, là aussi j'ai repris un travail alors, qui était déjà relativement ancien, c'était la thèse d'Ania Rida qui est passée, je pense, en 2012, si je ne dis pas de bêtises, donc publication associée qui est sortie en 2014. Donc là, il s'agissait de faire de la coinsertion de lithium et d'europium dans un pyrographite. Les mesures en DRX montraient qu'il y avait 3 phases nouvelles dedans, mais dont la composition n'était pas connue. Donc, il y a tout un travail d'exploitation des spectres DRX pour chercher les profils de densité électronique de manière à pouvoir essayer de décrire l'empilement des différentes couches. La difficulté, c'est que la DRX, en fait, ne voyant pas le lithium, on a en fait un petit peu trop de paramètres libres pour avoir une bonne confiance sur l'ajustement qu'on peut faire. D'où l'intérêt en fait de faire des mesures en sonde nucléaire pour pouvoir donner la stoichiométrie de ces phases que l'on va injecter dans les calculs de densité électronique. Donc c'est exactement comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc là on voit la diffusion élastique, on voit une marche d'europium, une marche de carbone. Bon, le lithium c'est un peu anecdotique ici. Et là, zoomé, on a le spectre de réaction nucléaire sur le lithium. Alors, vous vous rappelez, parce que je vous avais montré tout à l'heure, le signal de lithium sur la réaction nucléaire sur le lithium-7 était relativement régulier. Alors là, vous voyez, on a dit, en fait, ça signe effectivement des surconcentrations. Ici, ça c'est simplement en fait
une oxydation au niveau de la surface, parce que quand c'est des échantillons qui sont en général assez sensibles à l'air, la préparation, la mise en place sur le porte-échantillon, on fait ça dans un sac de gants sous hélium, mais il y a un moment, il y a une dizaine de secondes, une quinzaine de secondes, où on le sort à l'air pour le mettre dans la chambre de mesure et remettre sous vide. Donc généralement, on a toujours une petite évolution des échantillons. Donc ça correspond à ça. Par contre, ça correspond en fait à une sorte de filon, une veine qui est riche en lithium, parce que quand on fait les mesures, on les fait perpendiculairement à l'orientation des camps de graphène. Donc, c'est une chose qu'on a souvent observée dans ces systèmes-là, où on a par moment des surconcentrations en lithium. Quoi qu'il en soit, ce qui correspond à ce que je vais appeler le niveau base, ça correspond effectivement à la composition de la phase en question. Et donc là, dans le cas présent, ça nous avait permis d'identifier justement une phase vue en dérive, c'était une phase nouvelle, donc LI02, EU2, C6. Alors, ça reste assez compliqué dans ces systèmes-là parce qu'on a des mélanges qui sont extrêmement hétérogènes au niveau des phases. Donc, ce qu'on fait quand on traite ça, c'est par exemple, on va prendre un spectre global, l'échantillon, enfin, la sonde nucléaire avec le microfaisceau, en fait, on le balaye sur l'échantillon de manière à acquérir une carte avec une répartition latérale des signaux. On va choisir dans le spectre global une région d'intérêt qui va nous permettre de faire apparaître en fait des différences, des contrastes suivant l'endroit où le faisceau est passé. Donc vous voyez qu'on peut avoir quand même des microstructures qui sont assez complexes. Et là-dedans, on va essayer d'aller sélectionner des zones qui sont relativement homogènes, surtout au niveau des spectres, pour justement extraire des spectres de ce genre pour pouvoir sortir la composition de phases homogènes. Alors un dernier petit complément, je regarde l'heure, oui ça va encore, je suis encore dans les temps. Un dernier petit complément sur les réactions nucléaires. Je dirais simplement ce que vous pouvez retenir, c'est que finalement les concepts ne sont pas fondamentalement différents de ce qu'on pourrait avoir dans une réaction chimique, à savoir on a des réactifs, des produits, on a des lois de conservation, le nombre de protons et de neutrons sont conservés, c'est simplement leur répartition qui change. On a également une énergie associée, donc une réaction nucléaire, elle peut être exothermique, elle peut être endothermique. C'est-à-dire, en analyse, on utilise majoritairement plutôt les réactions exothermiques, même si, dans des cas particuliers, on peut travailler avec des réactions endothermiques. Par contre, ce qui est différent, c'est qu'une réaction nucléaire, elle est spécifique d'un isotope. C'est-à-dire que deux isotopes d'un même élément n'auront pas les mêmes propriétés, donc ne feront pas du tout les mêmes réactions nucléaires. Donc ça va être un petit peu l'habitude de l'analyste aussi, c'est de choisir les conditions de faisceau où on saura qu'on verra tel isotope, on ne verra pas tel autre. Il y a toute une cuisine, si on peut dire, même de préparation, de conception, d'expérience pour avoir des conditions de faisceau les plus adaptées possibles. Alors, je vous ai indiqué ici comme exemple de réaction nucléaire qu'on utilise assez souvent, qui est très classique, c'est une réaction nucléaire des protons sur l'oxygène 18. Sachant que l'oxygène 18, on l'utilise beaucoup pour faire du marquage isotopique. Donc c'est une réaction qui donne de l'azote 15, qui émet des alphas. Donc ce qu'on mesure, c'est on fait la spectroscopie des ions 4 qui sont ici. Et c'est une réaction qui est très énergétique, puisque en fait, chaque réaction élémentaire fournit une énergie de l'ordre de 4 mètres à peu près, ce qui est vraiment beaucoup. Alors, cette réaction-là, précisément, ce que je vous ai indiqué ici, c'était en fait les sections efficaces, donc les probabilités de faire cette réaction en fonction de l'énergie des protons. Donc, vous voyez une échelle ici, un indice, etc. Bon, vous voyez que ces probabilités, elles sont quand même assez complexes. Hein. C'est pas quelque chose qu'on va intuiter. Là, on a vraiment besoin de mesures expérimentales. Et quand on veut faire de l'analyse, on va chercher en fait deux critères à la base. Le premier, c'est d'essayer d'avoir la meilleure sensibilité possible, donc d'avoir des sections efficaces les plus fortes possibles. Et après, suivant les cas, soit on va chercher des résonances à des endroits où on va avoir une augmentation ponctuelle mais très forte de l'intensité. Ça peut être intéressant pour vraiment bien localiser en profondeur la mesure. Ou alors des cas où on va plutôt viser d'avoir des variations relativement lentes de la probabilité de la section efficace en fonction de l'énergie de l'ion, de telle sorte que le traitement du spectre soit assez facile. Alors moi, ce que je travaille quand je fais de l'oxygène 18, je travaille très souvent en fait à 850 Hz, c'est à peu près le maximum
de cette résonance qui permet en fait d'avoir un spectre qui balaye à peu près cette zone-là de la gamme d'énergie. Donc je vous ai mis ici justement un spectre correspondant qui avait été fait sur une lucite, un FEO. En fait, c'était un acier, c'était les gens de Compiègne là, qui m'avaient fourni ça, c'était un acier qui avait été oxydé à haute température, entièrement sous oxygène 18. Donc vous voyez ce que vous reconnaissez en fait dans la forme qui est ici, c'est exactement le profil de la section efficace qu'on a là. Donc, puisque là, l'échantillon, lui, il est totalement homogène au niveau de sa concentration. Et le petit pic que vous voyez ici, ça correspond en fait à la réponse qui correspond à la résonance qui est là. Alors, pour illustrer ça, j'ai ressorti alors, une présentation des données qui sont déjà assez anciennes, là, qui sont extraites de la thèse d'Amine Makni, qui était un doctorant à Compiègne dans l'équipe de Moulins en 2007. Alors en fait, on a très longtemps travaillé avec l'équipe de Gérard Moulin. On avait même, c'était mon laboratoire de l'époque, laboratoire Piercy, une convention d'association pour la recherche qui nous permettait en fait de faciliter nos échanges entre nos deux labos. Et la thématique qui était animée par Gérard Moulin, c'était de s'intéresser aux effets de couplage entre l'oxydation haute température et une sollicitation mécanique appliquée. Donc il avait développé un montage prototype qui était en gros, on va dire, une machine de traction qui était placée dans un four qui pouvait être sous une atmosphère contrôlée, dans lequel on pouvait avoir des atmosphères alternées, par exemple oxygène 16, oxygène 18, avec des éolites, bon, exactement de même nature, ce que vous avez ici, pour faire le marquage à l'oxygène 18. Donc il y avait eu un premier volet, on s'était intéressé au fluage du nickel, de monocristaux de nickel, là, pour étudier un peu tout ce qui était effet d'orientation. Un deuxième volet, c'était sur l'oxydation, là aussi en fluage de zircalol, zirconium, là c'est plutôt pour voir les effets et les contraintes. Et il y avait eu un troisième volet qui concernait le fer et les aciers. Alors là, la sollicitation était un petit peu différente, parce que c'était plutôt de la flexion 4 points. Et un des objectifs, c'était de regarder un peu les effets de la vapeur d'eau dans l'atmosphère de traitement. Alors, il y avait quand même aussi une idée, c'est que là, il y avait un industriel qui finançait la thèse. Donc, lui, il avait un problème bien spécifique de savoir quel était le devenir des couches d'oxyde lorsque les brames d'acier passaient dans le laminoir. Donc, avec des protocoles qui étaient relativement fixés, avec une oxydation initiale à haute température et puis après une redescente en température au moment où on faisait la sollicitation. Donc, j'ai extrait vraiment un peu hors contexte deux illustrations. Une première ici, où ça correspondait en fait à un échantillon d'acier qui avait été oxydé initialement sous vapeur d'eau, qui avait subi ensuite un test de flexion sous atmosphère inerte et qui avait à la fin été... on avait terminé l'oxydation à différents paliers de température. Celle-ci, je ne sais plus, je n'ai pas vérifié à quelle température c'était fait, sous oxygène 18. Donc on voit là l'image belle correspondante, donc ça c'est le substrat, ça c'est la résine, donc ça c'est l'oxyde. Et on voit ici ce qu'on obtient sur la tranche avec l'analyse par réaction nucléaire, c'est la carte d'oxygène 18. Donc vous voyez ici, avec peu d'oxygène 18, c'est la partie de l'oxyde qui a été faite sous vapeur d'eau. On voit quand même une décoration de l'interface. Il y a quand même des défauts qui font que l'oxygène 18, il arrive quand même dans la deuxième étape à venir quand même au niveau de l'interface. Mais on voit quand même très bien donc, la croissance externe qui s'est faite, et ce qu'on voit aussi même à l'œil déjà, même sans créer les profils, on voit très bien qu'on a des gradients de composition en oxygène 18 dans cette couche d'oxyde néoformée. Un autre exemple, alors, qui n'est pas le même, mais ça illustre quand même ce qu'on voit ici. Là, il s'agissait donc de deux profils, je ne sais pas bien comment me mettre pour arriver à montrer ça, deux profils de concentration en fonction de la profondeur d'oxygène 18. Donc, ce qui est 0, c'est ce qui correspondrait ici, ce qu'on appelle résine, c'est ici. En comparant deux cas où on partait d'un substrat d'acier qui avait été oxydé sous oxygène 18 et on terminait par deux courts traitements, un qui se faisait sous air et l'autre qui se faisait sous atmosphère humide. Et ce qu'on voyait, c'est en plus, malgré la brièveté du traitement, c'est qu'on avait des comportements qui étaient complètement différents. À savoir que sous air, on voyait simplement ici, donc, ce qui correspond à la chute de l'oxygène 18,
En fait, ça correspondait à un oxyde sous oxygène 16, parce qu'en fait, on mesurait par ailleurs également l'oxygène 16, c'est que la stoichiométrie, elle, globale de l'oxyde ne bougeait pas. Par contre, on voyait dans les mêmes conditions qu'en présence de vapeur d'eau, on avait vraiment une redistribution complète de l'oxygène 18 et l'oxygène 16 au niveau de la couche d'oxyde. Donc ça, c'était vraiment un résultat qui avait été vraiment très spectaculaire de voir que des quantités de vapeur d'eau finalement pas très importantes pouvaient vraiment modifier très fortement la diffusion de l'oxygène dans ces systèmes-là. Alors, je reviens à mon cas d'azote. On va revenir plutôt à des choses telles qu'on les pratique avec Luc, pour vous montrer un cas un petit peu plus compliqué en fait, que ce que je vous avais montré pour l'oxygène 18. Alors là, il s'agit d'un spectre qui est issu d'une couche d'un oxynitrure de titane sur du titane. J'avoue, je ne me rappelle plus d'où sortait ce spectre. Je ne sais plus si c'était un échantillon que France m'avait passé ou si c'était une autre origine, mais c'est possible que ce soit effectivement un échantillon qui avait été fait par France. Donc là, c'est une mesure qui est faite avec un faisceau de deutérium, le deutérium de 1915. Donc on voit à gauche ici la diffusion élastique sur le titane, et puis ici la partie réaction nucléaire. Donc là aussi, comme je vous disais tout à l'heure, un signal très faible. Donc là, en bleu, les lumineux 20 fois pour le voir. Et vous voyez en fait un certain nombre de groupes de particules, donc qui sont très bien identifiés par rapport à leur position en énergie, et qui correspondent en fait à différents types de réactions nucléaires. Alors ce que vous voyez, c'est qu'on a deux types de réactions. Il y a des réactions qui sont dites D-alpha, qui vont donner du carbone 12, et des réactions DP, qui vont donner de l'azote 15. Alors là, on va s'intéresser, je vais vous montrer l'exemple sur les réactions DP. Alors pourquoi on a ces différents groupes? Alors dans le fond, c'est la même réaction nucléaire. C'est que l'azote 15 qui est produit de cette réaction nucléaire, il n'a aucune raison d'être nécessairement produit dans son état fondamental. Le noyau peut être produit dans un état excité, et donc ce qui veut dire qu'il y a une partie de l'énergie de la réaction nucléaire qui est dégagée par la réaction nucléaire, qui est stockée dans le noyau. Et donc ça veut dire que c'est de l'énergie en moins pour la particule qui va être émise. Et donc ce que j'observe, les différents groupes que j'observe, en fait, ils ont une correspondance avec les niveaux nucléaires du noyau d'azote 15. Donc, ce qui correspondra à la réaction ici dP0, ça de l'azote 15, tout ça, c'est le niveau d'énergie dans son état fondamental. Ce qui correspondra au dP1 plus 2, ça correspondra à un niveau qui est ici, en fait, qui est dégénéré, où on a presque dégénéré, où on a deux niveaux qui sont extrêmement proches, dP3, etc. Vous comprenez le système. Mais dans le fond, c'est la même information que l'on obtient plusieurs fois sur plusieurs groupes. Alors la conséquence de ça, c'est comme dans tous les systèmes qui sont excités dans un certain niveau d'énergie, il y a une relaxation spontanée, il va redescendre naturellement à des niveaux plus bas, en relâchant de l'énergie vers l'extérieur, exactement comme pour les X, sauf que là, on est dans le domaine des gamma. Et donc là, la spectroscopie, donc comme les niveaux ont des positions bien déterminées, la spectroscopie des gamma, qu'on appelle le PIGE, c'est pour Particle Induced Gamma Ray Emission, cette spectroscopie-là, elle donne des informations qui sont caractéristiques des éléments, et on peut même faire une quantification des éléments à partir de cette émission gamma. Alors là, j'ai fait le choix de pas, pour des questions de temps, et je vois que j'en ai pris pas mal, j'ai rien prévu de vous montrer là-dessus. Un dernier point sur l'explication des spectres de NRA, alors toujours sur ces fameuses couches d'oxynitrure de titane sur du titane. Donc c'est des couches de différentes épaisseurs, vous voyez un petit peu comment les choses se présentent. Et c'est juste pour vous illustrer ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous avez une réaction nucléaire qui se produit en surface, vous avez en fait un événement qui est mesuré à une énergie donnée, ça on sait très bien calculer. Si vous avez un événement qui se produit à l'intérieur de la couche, l'ion incident, le deutérium incident, il va perdre de l'énergie pour arriver jusqu'au lieu de la réaction nucléaire. Le proton ou l'alpha qui est émis va perdre de l'énergie pour pouvoir ressortir. Et donc, ça va correspondre à des éléments que je vais mesurer à une énergie qui passe.
Même chose, en fait, les plus bas que vous puissiez observer, c'est ce qui correspond à l'interface entre l'oxynitrure et le substrat de tritone. Donc, vous voyez clairement que dans un spectre de ce genre, dans un groupe de ce genre, il y a une information qui est résolue en profondeur. Donc là, je peux vraiment lire un profil de concentration ou de diffusion de l'azote en fonction de la profondeur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les trois groupes qu'on voit là, en fait, vous donnent exactement l'information, mais d'une manière plus ou moins optimale. À énergie identique, un alpha, en fait, ralentit plus qu'un proton. Donc, ce qui veut dire que j'ai une résolution en profondeur qui est meilleure avec une réaction qui émet des alphas qu'avec une réaction qui émet des protons, parce que les protons sont moins ralentis. Alors, j'en arrive à un exemple issu du travail mené avec Luc. Alors là, c'est directement extrait des publis qui étaient associés, l'une des publis associées au travail d'Armand Kanger. Donc là, c'est de comparer en fait l'efficacité d'un pré-traitement mécanique avant oxydation d'échantillons de titane, donc en comparant dans le cas présent de grenaillage et choc laser. Bon, Luc en parlera évidemment bien mieux que moi. Ce que je veux simplement vous montrer, c'est quel genre d'investigation on peut faire lorsqu'on s'intéresse après au mécanisme, et en particulier même s'il n'est pas directement responsable, l'azote est en fait un bon marqueur de ce qui peut se passer au niveau du mécanisme d'oxydation. Et on va travailler soit lorsqu'on a des échantillons épais, on va pouvoir faire une coupe et donc avec de la NRA, regarder la cartographie quantitative des éléments légers qui se trouvent dedans. Ou alors, quand on a des échantillons qui ont des couches d'oxyde relativement minces, quand je dis relativement mince, c'est de l'ordre du micron à peu près, là, on va pouvoir faire la mesure perpendiculairement à la surface de l'échantillon, et c'est la résolution en profondeur de la réaction nucléaire qui va nous permettre d'avoir l'information. Donc, vous voyez ici, il y a un extrait d'un spectre qui est obtenu sur différents échantillons. Les barres verticales qui sont ici, ça correspond à la position qui est relative à un phénomène qui a lieu exactement en surface. Et vous voyez donc d'une part les décalages en énergie, les intensités, les décalements, tout ça est une information sur la répartition de l'azote en profondeur dans la couche d'oxynitrure. Alors, c'est intéressant aussi de voir tout ce qui concerne l'hydrogène. Alors, l'hydrogène proprement dit par réaction nucléaire, la technique classique, c'est d'utiliser des pétrodes d'azote 15, qui est une super réaction nucléaire, notamment qui permet d'avoir une excellente résolution en profondeur. Malheureusement, c'est une chose qu'on ne peut pas faire chez nous, parce que notre source d'ion, en fait, n'est pas du tout adaptée à produire ces faisceaux d'azote. Donc là, j'ai sorti plutôt un autre exemple qui est pour des mesures de deutérium, où on a vraiment une belle réaction qui fonctionne avec un faisceau d'hélium 3. Alors ça, c'est une thématique qui est vraiment portée par le labo. L'animateur, c'est Philippe Dillman. Vous avez peut-être entendu parler de lui parce qu'il a été cette année lauréat de la médaille d'argent du CNRS. Et il travaille pour tout ce qui est oxydation métallique sur le très long terme. Et donc, le concept général, donc il y a de multiples facettes, c'est d'aller voir la corrosion d'objets archéologiques, d'essayer de comprendre en fait, comment les objets ont pu se corroder sur des siècles, pour voir si on est capable de valider des modèles de corrosion qui, dans le fond, ne sont pas valides à plus d'un siècle, si on peut dire. Donc là, dans l'exemple précis, il s'agissait de clous qui avaient été collectés dans une ancienne forge à Glinès et en Seine-Maritime, et d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait. Alors ils ont un concept de manip qui est très intéressant, qu'ils essayent d'appliquer dans pas mal de cas. L'idée, c'est on va prélever, par exemple, dans le sol, un objet corrodé dans son milieu, et on va essayer de le préparer de telle sorte qu'on puisse le remettre en corrosion dans un milieu qui est très proche de celui dans lequel il s'est effectivement corrodé pendant plusieurs siècles, mais dans un milieu qui contient un marqueur isotopique. Et donc, on va recommencer la corrosion pendant des temps relativement longs, ça peut être 6 mois, 1 an, 2 ans à peu près, lors de grandeur. Bon, ça correspond aussi à la durée du travail de doctorant, on ne peut pas le faire non plus toujours sur des temps trop longs.
Et après ces temps de recorrosion, ben, on va faire une coupe de l'échantillon et on va regarder au niveau de la microstructure où se trouvent les phases néoformées, notamment à l'aide de ces marqueurs. Donc ici, là, c'était en fait un exemple pour tout ce qui était milieu anoxique, où là, la réaction cathodique, en fait, elle implique un rôle de l'eau, donc on va se retrouver avec des phases qui gardent finalement des hydroxydes qui correspondaient en fait à la réaction de corrosion. Donc en utilisant de l'eau deutérée et en regardant comment se répartit le deutérium, ben, on peut voir avec la réaction nucléaire exactement dans la couche métallique où se trouvent les phases néoformées. Donc ça, c'est vraiment de très jolies manipes. Moi, que j'aime beaucoup aussi en particulier parce que c'est fait également avec des archéologues, parce qu'il faut que les sites sur lesquels on fait les prélèvements soient vraiment parfaitement identifiés. L'inconvénient majeur, pour rester technique, de cette réaction nucléaire, c'est que maintenant, l'hélium-3, il coûte vraiment très très cher. En fait, il y a depuis pas mal d'années maintenant une pénurie mondiale d'hélium-3, parce que la source principale qu'on avait autrefois, ça venait en fait du démantèlement des ogives nucléaires lorsqu'il y a eu un peu de désarmement entre les Russes et les Américains. Bon, cette phase-là, elle est un petit peu passée. Les Américains ont tendance maintenant, pour des raisons stratégiques, à faire de la rétention sur leur quantité d'hélium-3. Donc maintenant, on garde des fonds de bouteille, mais on l'utilise très peu. Donc je vais essayer d'aller très vite là pour vous donner les dernières illustrations. Là, c'est pour vous parler pour l'hydrogène, nous on utilise beaucoup ce qu'on appelle le recul élastique. Donc l'idée, c'est que, alors je vais aller rapidement au niveau de l'explication. Si on met un échantillon en incidence rasante, on envoie un faisceau d'hélium dessus. Les protons qui vont être impactés par le faisceau, certains vont avoir la possibilité de ressortir l'échantillon. Et donc je vais placer un détecteur de l'autre côté pour récupérer les protons de recul. Sachant que, et en mettant, ici, on a un petit point technique, on intercale en fait une petite feuille d'aluminium qui va stopper tous les éléments du faisceau qui sont simplement diffusés, mais ralentir, non seulement ne pas même laisser passer les protons qui sont issus du faisceau, et donc un spectre d'hydrogène, ça a l'allure comme un spectre de RDS, où ça, bah, c'est le signal de recul élastique de l'hydrogène. Ici, ça correspond à la surface, et plus je vais vers les basses énergies, plus ça correspond à une interaction qui a eu lieu profondément dans l'échantillon. Alors, j'avais préparé deux exemples qui viennent du labo. Oui, mais c'est là. Bon, il n'y a plus énormément de. Je dois en avoir 5 dans ces eaux-là. Deux exemples qui viennent du labo, parce que l'ERDA, en fait, c'est comme ça que ça s'appelle, Elastic Local Detection Analysis, on peut l'utiliser dans pas mal de contextes, aussi bien pour des teneurs faibles que pour des teneurs élevées. Donc là, c'était un cas qui nous était proposé par des collègues de Saclay, des collègues du CEA, qui s'intéressaient à ce qu'on appelle la formation de blisters. En fait, l'hydrogène, il est sensible en fait à la thermodiffusion, et par exemple dans ce qu'on a dans une gaine de Zircaloy des assemblages des combustibles nucléaires, si on a un point froid, ce qui peut arriver par exemple si on a à l'extérieur une petite écaille d'oxyde qui part, en fait comme le contact avec le fluide primaire du réacteur est meilleur, ça correspond à un point froid, et l'hydrogène a tendance à s'accumuler et peut former des blisters. Donc vraiment des zones où on a des hydrures très, très concentrées. Donc là, bah, ils reproduisaient ça en laboratoire pour étudier un petit peu les mécanismes. Et bah, là, nous, ce qu'on a fait, c'est on a regardé en couple en fait, pour avoir la cartographie quantitative. Donc on voit ici l'image LED du blister. Et ça, c'est la carte de l'hydrogène qu'on a pu mesurer en air, qui est vraiment jolie. Et donc là, ça permet de sortir les profils quantitatifs, et ça nous a permis en particulier de pouvoir lever certaines ambiguïtés sur les mécanismes en donnant la composition exacte des hydrures qui étaient formées à ce niveau-là. Et en particulier, nous, ça avait été un joli succès, parce que ce qu'on avait vu, c'est par rapport à leurs échantillons, leurs standards qu'ils amenaient, alors on ne les utilisait pas, nous, pour la détermination, mais plutôt pour vérifier si notre quantification était correcte. On avait des écarts de composition qui étaient seulement 2,5%, et pour l'hydrogène, c'est bien.
Un autre exemple qui est aussi ici du labo, c'est là qui concerne la vulcanologie. Pendant pas mal d'années au labo, on a eu des collègues qui étaient des vulcanologues. Maintenant, ils sont partis sur Paris parce que l'Institut de physique du globe a regroupé sur Paris dans une même unité tous ces géochimistes. Et donc leur domaine d'intérêt, c'était essentiellement de comprendre dans les magmas, en particulier lorsque le magma remonte du manteau supérieur dans les cheminées des volcans, on va dire, pour être exprimé à l'extérieur, de comprendre un peu toute la chimie qui pouvait se faire. Et donc, le fond de leur travail, c'était déjà de faire des bilans matière, mais vraiment à l'échelle de la Terre. Et en particulier, un point qui était assez intéressant pour eux, c'était tout ce qu'on appelle les zones de subduction. C'est lorsque vous avez deux plaques tectoniques qui se choquent, il y en a une qui a tendance à rentrer en dessous de l'autre. Et c'est une zone, en fait, où on a pas mal de volcanisme, et on va avoir une partie du matériel qui vient de la plaque de subduction qu'on va retrouver, en fait, dans l'expression du volcanisme qui va se faire à cet endroit-là. Et comme c'est souvent, d'ailleurs, des endroits marins, ça veut dire qu'il y a des quantités d'eau qui sont relativement importantes, qui viennent de l'océan et qui sont recyclées dans les magmas des volcans. Et ce qui est important, notamment au niveau des propriétés de la lave. Donc pour eux, c'est extrêmement important d'avoir non pas nécessairement une mesure précise de la quantité d'hydrogène, enfin, d'eau, comme ils disent dans leurs minéraux, mais par contre, c'est très important d'être exact. Parce que même si vous avez 100 ppm d'hydrogène dans une olivine, ça correspond à l'échelle de la Terre à des quantités qui sont absolument gigantesques. Donc c'est extrêmement important de savoir si on est plutôt à 10 ppm, si on est à 40 ppm, si on est à 60 ppm. Là, ça change vraiment les implications des différents modèles qu'ils peuvent avoir. Donc là, c'est l'exemple de Specterda qui était donné sur une olivine avec une inclusion vitreuse. À droite, vous avez en fait le spectre qui est dans l'inclusion, qui montre en fait, là on avait une quantité d'hydrogène assez importante. Et autour, en fait, c'était non pas de l'olivine, mais du quartz, qui lui contient un peu d'hydrogène. Alors ce que vous voyez ici, ça correspond à la surface. Ça en fait, c'est l'hydrogène qui correspond à la pollution qui est introduite par la préparation de l'échantillon. Et qui est quasiment inévitable, quelles que soient les conditions dans lesquelles on le fait. Par contre, le vrai niveau d'hydrogène qu'on a dedans, c'est celui qu'on voit ici. Et ça, c'est donc vraiment un des intérêts de ce genre de technique, c'est du fait qu'on a une résolution en profondeur, on peut s'affranchir de la composition, de la contribution de l'hydrogène de pollution qui est en surface. Un dernier point avant d'arriver à mes transparents de conclusion, on a toujours envie d'avoir des niveaux de sensibilité qui soient meilleurs. Et donc, il y a heureusement encore quelques possibilités. Donc, il y a une technique que je développe j'essaie plutôt, on va dire, de développer depuis pas mal d'années, mais c'est assez lent parce que c'est un peu à la mesure, au fur et à mesure, disons, de l'argent qu'on peut récolter pour les projets. Et c'est une technique, en fait, qu'on appelle la diffusion élastique vers l'avant en coïncidence. Alors, c'est une technique qui existe depuis pas mal d'années, mais qui est très peu répandue, en particulier dans les domaines, entre guillemets, des basses énergies, comme on a nous à la sonde nucléaire, parce que ce n'est pas évident au niveau de la quantification. Alors, le principe, il est très simple. Vous partez en fait d'un échantillon qui est préparé sous la forme d'une lame mince. Alors quand je dis une lame mince, c'est typiquement, c'est pas une lame mince vraiment au sens de la microscopie, parce que ça va être disons 10-15 microns d'épaisseur à peu près pour vous donner l'ordre de grandeur, qui contient de l'hydrogène, c'est cette répartition qui m'intéresse. Si j'envoie un faisceau de protons dessus, à chaque fois que je vais avoir un choc proton sur proton, je vais avoir en fait une émission à 90 degrés, d'une part d'un côté du proton du faisceau qui est diffusé, et d'autre part du proton de recul qui était initialement dans l'échantillon. Et ça, c'est une propriété en fait de la cinématique du choc. Quelles que soient d'ailleurs les masses, de toute façon, quand vous faites masse sur masse, vous avez toujours une émission à 90 degrés. Donc si je place deux détecteurs à 45 degrés de part et d'autre de l'axe, à chaque fois que les deux détecteurs vont parler en même temps, je saurai en fait que c'est un événement qui est lié à l'hydrogène, parce que si j'ai une diffusion élastique simple sur n'importe quel autre noyau de l'échantillon, en fait, il n'y aura qu'un seul détecteur qui parlera, et dans ce cas-là, je pourrai éliminer l'événement correspondant. Alors, à titre de démonstration, ce que vous voyez là-haut, en fait, c'était des échantillons synthétiques. Alors, c'est juste un sandwich
C'est trois petits films polymères du mylar, donc qui contiennent beaucoup d'hydrogène, intercalés avec des feuilles d'aluminium qui contiennent très peu d'hydrogène. Et là, on porte chacun des événements en fonction de leur énergie de détection. C'est l'énergie détectée sur un détecteur en fonction de l'énergie détectée sur l'autre. Et vous voyez que vous retrouvez vraiment très bien la structure de l'échantillon. Alors, relativement récemment, là, ce qui est en dessous, c'est que j'avais fait ça avec un stagiaire il y a 2 ans, c'était de comparer sur un échantillon géologique, un Mica muscovite, donc qui est connu pour avoir quand même pas mal d'hydrogène dedans, dans des conditions classiques, la mesure en ERDA et la mesure avec ces techniques qui est dite ERCS. Et en fait, au niveau du nombre d'événements pour un même temps de mesure, au niveau du nombre d'événements reçus, j'avais à peu près un facteur 5. Donc c'est vraiment, d'un point de vue de la sensibilité de détection, c'est vraiment quelque chose qui est très prometteur, mais c'est quand même pas assez coton au niveau de la quantique. Alors pour terminer, je vous ai mis en fait un tableau qui résume un petit peu les performances. Alors ça, je dirais, je ne vais pas vous le présenter en détail, ça, vous trouvez ça dans n'importe quel bouquin qui traite en général des faisceaux d'ions. Le point en fait sur lequel je voudrais insister, peut-être si vous avez l'occasion de regarder les traités là-dessus, c'est que généralement toutes les performances qu'on vous indique, dans la plupart des cas, c'est toujours des performances maximales, et ce n'est pas du tout des performances moyennes. Donc, en particulier, quand on vous parle des résolutions en profondeur, c'est vraiment le mieux qu'on peut faire. Mais il faut savoir, par exemple, pour la résolution en profondeur d'une spectroscopie de particules, elle est maximale à la surface, mais en fait, au fur et à mesure qu'on regarde des choses plus profondément, en fait, on la perd, cette résolution en profondeur. Donc, ce n'est pas du tout aussi bon que ce qu'on voit indiqué là-dessus. Donc, en résumé, ce qu'il faut se souvenir surtout, mis à part cette technique-là, c'est que les techniques qui nous servent pour les éléments légers, c'est le PES, donc, qui est apparenté en fait au RBS, en diffusion élastique, la réaction nucléaire et l'émission des gamma qui est associée. Alors, j'ai mis sur le tableau de Mendeleïev, pour peut-être donner une image un peu plus visuelle, c'est finalement dans quel domaine on peut appliquer les 3 techniques dont je viens de vous parler. On va dire que pour nous, vraiment, le domaine de prédilection, c'est la deuxième ligne. En fait, c'est les éléments, on va dire, du lithium au fluor, avec tous leurs isotopes. Là, c'est vraiment le domaine où on peut jouer vraiment le mieux. La 3e ligne, c'est toujours évident, mais là, enfin, c'est toujours possible, mais c'est moins évident, parce que souvent, on n'a pas toujours la sensibilité qu'on souhaiterait avoir. Donc, on va plutôt travailler pour des réactions vraiment très spécifiques, des réactions résonantes pour des applications qui sont beaucoup moins générales que les réactions qu'on utilise au-dessus. Et pour le reste, en fait, ça va être ce qui fait ça, en fait, c'est pour la diffusion élastique. On sait qu'elles ne sont pas Rutherford. Donc, c'est plutôt, en fait, où il faut faire attention quand on les utilise, réellement ce qu'on quantifie. Et tout ce que j'ai mis en bleu, c'est ce qui n'est vu vraiment que par la détection gamma. Et on peut dire qu'on s'en sert surtout pour les éléments les plus lourds, pratiquement jamais pour faire de la quantique, mais plutôt de l'identification. Que ça permet, disons, de voir la présence qu'on ne pourrait pas voir nécessairement dans d'autres conditions. Alors, dernier transparent, en guide de conclusion, évidemment, je n'ai pas de conclusion au sens du terme, je ne présentais pas la même chose, mais c'est juste pour vous faire repasser les petits messages par rapport à ces techniques. C'est d'une part, il s'agit vraiment de méthodes de référence, parce que ce sont des méthodes qui sont sans être nécessairement absolues. Il faut bien voir qu'on sonde une propriété nucléaire, donc on est indépendant de la spéciation de l'élément qu'on est en train de mesurer. Et donc, on a des mesures qui sont vraiment, au moins en première approximation, qui sont très exactes. Alors, bon, Luc ou Carmen ne sont pas nécessairement d'accord, mais je dirais que le traitement d'un spectre, c'est à peu près un enchaînement de règles de 3. Bon, les règles de 3 qui peuvent être un petit peu compliquées, parce qu'il y en a beaucoup éventuellement, mais il n'empêche que c'est quelque chose qui est assez fiable. Ce qui est clair, c'est que la sensibilité n'est que moyenne. Pour vous donner des ordres de grandeur typiques, quand on fait une bonne réaction nucléaire, sa sensibilité, c'est de l'ordre du 1 pour 1000 en atomique. Donc c'est pas mal, ça permet déjà de faire pas mal de choses. On aimerait bien avoir 2 ordres de grandeur encore au-dessus de ça. Bon, ça, c'est la physique qui commande, puisque une réaction nucléaire, par nature, c'est un événement qui est assez rare.
Le dernier point que je vous ai montré surtout au début, c'est qu'on essaye en fait d'utiliser vraiment dans la plupart des cas une combinaison de méthodes, soit de coupler plusieurs méthodes de mesure dans une condition de faisceau donné, ou alors, comme je disais, comme on le fait avec Luc, où on va faire plusieurs mesures dans des conditions différentes pour optimiser. Donc, par exemple, on va utiliser deux conditions de faisceau avec un faisceau de deutérium pour bien voir l'azote, pour bien voir l'oxygène, et puis on va faire par exemple du RBS classique avec des alphas, de manière à avoir une meilleure idée de la microstructure, de l'empilement des strates des différentes couches que l'on peut avoir. Voilà, je vous remercie de votre attention.